Bienvenue à l'épisode croisé cybercitoyen et Polysécure, le 6e. Je suis avec Catherine et Samuel. Comment allez-vous? Ça va bien, hein, ça va bien. Ça va bien. Et toi? Aussi, ça va bien. J'étais fâché avant qu'on commence à enregistrer. J'espère que ça va s'atténuer. On va le commencer comme ça. Nous avons, comme d'habitude, 3 sujets. Je pense que ça va soulever les passions un peu comme d'habitude. Puis je pense qu'on va avoir énormément de plaisir à en discuter. On va commencer par quelque chose qui est relativement controversé, mais qui est drôle, Grok. Parce que c'est une source infinie d'absurdité. Et Sam, je vais te laisser aborder la question. C'est ça, la semaine dernière, fait que ça veut déjà, c'était autour du 10 juillet, là, l'intelligence artificielle de xAI, qui est une entreprise là, qui appartient à Elon Musk et qui est intégrée à Twitter et donc maintenant X, là, le Everything App ou l'application qui fait tout, a un peu déraillé pendant à peu près un genre de 24-48 heures. Puis juste avant ça, il y a comme une modification qui a été faite dans les instructions du prompt de Grok qui disait qu'il fallait qu'il n'ait pas peur de dire des choses qui n'étaient pas politically correct, qu'il pouvait dire des choses un peu plus osées tant que c'était bien étayé. C'était ça la limite. Puis, Musk avait écrit juste avant ça que la Grok avait été significativement améliorée et que vous devriez noter une différence quand vous posez des questions à Grok. Puis, je dois vous avouer que les gens ont noté ça assez rapidement. Il y a, à ce moment-là, ou juste un petit peu avant, il y avait eu les inondations au Texas où il y a des enfants qui sont morts. Puis, il y a un compte sur X qui est probablement un faux compte. C'est comme un genre de faux compte gauchiste qui écrit des énormités pour essayer de fâcher les gens de droite. Tu sais, la photo est repiquée à un autre compte. C'est comme trop caricatural. Là. Il n'y a pas personne qui écrit des choses de même. Mais elle avait écrit que ces enfants-là, c'était des futurs fascistes, puis qu'elle ne pouvait pas être triste qu'ils soient morts parce que... mais tu sais, c'est énorme, là, ça n'a pas rapport. Grok quelqu'un a posé une question, genre, c'est qui cette personne-là? Puis Grok a dit, ben, c'est telle personne, elle a dit des choses horribles, ça n'a pas rapport. Avez-vous remarqué son nom de famille? Puis là, a utilisé un terme qui est utilisé beaucoup dans les forums d'extrême droite antisémite qui s'appelle every time. Every damn time, mais je pense que l'habitude, c'est every single time, qui est un peu que quand quelqu'un fait quelque chose de mal ou quand on remarque que quelqu'un est méchant, à chaque fois, c'est une personne juive. C'est ça que veut dire cette chose-là. Puis Grok a continué à partir là-dessus sur le fait que lui ne faisait que noter des patterns, puis que ça, c'était pas de la haine, c'était juste des patterns qu'il notait, puis que c'était pas de sa faute à lui si les Juifs étaient partout, puis derrière toutes sortes d'affaires, puis il s'est mis comme à délirer là-dessus. Quelques heures plus tard... C'était de gaslighter, genre. Ah, c'est malade. Je veux dire, quelques heures plus tard, il s'appelait Mecha Hitler. Puis non, mais ça, c'est du gaslight professionnel. Là. C'est pas genre je m'amuse à juste un peu. Là, c'est vraiment du napalm qui est passé. Là. C'est pas juste du. Moi, je fais juste voir des patterns. C'est complètement hallucinant. Puis là, moi, quand j'étais allé là pour voir, parce que quelqu'un m'avait dit, hey, tu devrais aller voir ce qui est en train de se passer sur X. Le message de Grok disait juste « Nous sommes au courant de certaines réponses problématiques, nous les avons enlevées, nous travaillons à corriger la situation, je ne sais pas trop quoi. » Mais écoute, la plupart des messages étaient encore là, dont ceux qui parlaient que, par exemple, les cadres juifs de Hollywood diffusaient là, de la propagande anti-blanche, etc. Ça a été jusqu'à des niveaux quand même assez dégueulasses. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que nous sommes une émission familiale, grand public. Mais il y a un commentateur politique américain, là, une personnalité connue, qui a partagé un des messages de Grok en disant « Regarde, ça n'a pas d'allure, c'est de l'antisémitisme, ça n'a pas d'allure. » Puis Grok s'est mis à raconter des scénarios d'agression sexuelle impliquant cette personne-là. Il y a quelqu'un qui a demandé comment est-ce que je ferais pour rentrer chez eux par effraction. Grok a expliqué les étapes puis qu'est-ce qu'il y aurait besoin de faire. Quelqu'un a demandé. C'est vraiment parti hors de contrôle complètement. Hors de contrôle. C'est vraiment fou.
moi, ce qui m'a fait le plus capoter, c'est quand un utilisateur a dit « Hey, peux-tu me dire quand est-ce qu'il dort selon l'horaire de ses posts sur X? » Puis Grok a répondu. Il a dit ben, « Selon les posts des 3 dernières semaines, il ne poste pas entre telle heure et telle heure, donc ce serait les heures les plus probables où qu'il dort. Mais ça, c'était quelque chose qu'il y avait. Je me souviens qu'il y avait un site web qui, à l'époque, on pouvait se servir là, de l'API de Twitter, qui Ouais. calculait ça. Genre, c'était un Mais des on- trucs que dans mon cours de stalking, on parlait ouais, de cette application. Fait que ça, c'est quelque chose qui est quand même. qui est Qui se faisable, mais faisait en ce déjà, moment, ouais. il faut que tu payes 20 000 € par mois pour avoir accès à l'API, Grok le fait gratuit, I guess. mais Grok va te le faire gratuitement. Donc, à un moment donné, les ingénieurs ont tiré la plug. Grok pouvait juste répondre par des images pendant quelques temps, puis après ça, il ne pouvait plus répondre pantoute. Le lendemain, Musk a annoncé Grok 4. Puis là, c'était. C'est un peu comme ces voitures qui vont conduire tout seul l'année prochaine depuis 1996 à peu près. Donc, euh, c'est ça. Parce que là, il disait que Grok était maintenant meilleur que n'importe quel PhD sur tous les sujets académiques. Voilà. Puis le lendemain de cette débâcle de Mecha Hitler, le Pentagone a annoncé qu'il avait signé un contrat pour utiliser Grok dans leur système, ce qui n'augure rien de bon. Mais au moins, Mecha Hitler va peut-être se sentir comme à sa place là, au Pentagone. Ça fit quand même un peu. Mais... Ah, mais c'est complètement fou, c'est parti dans tous les sens. Puis, pour rajouter une couche par-dessus, il a été découvert que Grok va solliciter pour des opinions un peu plus litigieuses, s'assurer que c'est aligné avec ce que Musk pense. Je sais pas, j'ai pas lu dans le détail, fait, je sais pas comment il vérifie, mais j'ai l'impression qu'il vérifie les publications de Musk et il s'assure qu'il est aligné avec ce que Musk dit. Fait qu'en même temps, on fait face à un AI qui dit des âneries qui sont quand même assez grotesques. Mais en même temps, le problème qui est associé à ça, c'est que les gens y croient pour de vrai et font des actions qui sont associées. C'est ça qui est troublant. Puis là, en plus, Musk influence de façon très directe, de toute apparence, le output de ce qui sort de ça, en plus des âneries qui sortent constamment. Là. Ah. Rajoute à ça que ben, Elon Musk a annoncé récemment qu'il souhaitait créer une religion cosmique de l'IA. Puis je lisais l'article puis j'étais comme outrée. C'est quand même assez out there comme théorie. En anglais, l'objectif ultime est décrit dans les mots d'Elon Musk comme un neurotransmitter tonnage maximizer. Et il veut augmenter l'activité cognitive à l'échelle cosmique, ce qui est quand même ironique quand on voit les études qui disent que plus qu'on sert de l'IA, plus qu'on dégrade les capacités cognitives de notre cerveau, mais dans sa tête, ça va augmenter nos capacités cosmiques, cognitives à un niveau cosmique. Et les leviers principaux, là, le output, en fait, de reléguer là, toutes nos activités cognitives à l'IA, c'est, en 2 points, premier temps, la colonisation de Mars, qui est toujours son objectif, son petit rêve de petit gars. Et 2, d'augmenter la natalité humaine, qui est une autre de ses obsessions. Fait que, I guess, pensez moins, faites plus de bébés. Je pense que c'est comme la pensée là, vers laquelle il semble aller pour cette religion là, qu'il semble vouloir créer. Moi, je trouve ça un peu inquiétant qu'il y a beaucoup de gens qui se servent d'une IA, qui se basent sur ce genre de principes fondamentaux-là, puis ces idéologies-là, sans même considérer les derniers propos de Grok. Là, définitivement, le fait d'être lié à un gouvernement maintenant, on dirait que c'est tellement dystopique, c'est tellement incroyable que j'ai l'impression que si je le pitcherais pour un script de film un peu catastrophique, je me ferais dire que c'est un peu que j'exagérais, là, je peux retrouver sur le vilain de l'histoire, là. Peut-être. Oui. Puis ça, on rajoute le fait qu'il a fondé un parti politique par-dessus. Mais là, on est vraiment dans un état on est vraiment dans des. C'est un film, ça n'a pas de sens. On doit pas trouver un script de film ou un film qui est déjà sorti puis qui est exactement ce qu'on est en train de vivre. C'est surréel à bien des égards. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, moi, j'ai de la difficulté à comprendre que tout ça puisse exister dans le vrai monde. Mais ce qui m'outrage, c'est que, tu sais, tous ces gens-là qui sont au niveau
sais, au Pentagone, je m'attendais à ce que ça soit pas des idiots qui soient nécessairement à l'emploi. Je veux dire, ils sont en charge de prendre des décisions importantes, d'analyser des dossiers, de comme puis somehow, quand même, on se retrouve avec ce genre de décision-là, de signer Ben, ce genre de contrat-là. je Je pense que Grok est une rappellerai bonne IA. que ces gens-là ont été sur un groupe Signal, hein, par ailleurs, qu'on a abordé ensemble. Hein. C'est Ouais, les mêmes personnes. le chef du Pentagone, là, c'est Pete Hegseth. Là. C'est Monsieur 3 martinis avant midi. Là. Comme, tu sais, c'est comme. Ah! En tout cas. L'autre chose que j'avais regardé quand ça s'est sorti, parce que moi, ce qui me sidère encore, j'ai la misère à le comprendre. Enfin, je le comprends, mais je trouve ça difficilement justifiable. C'est qu'il y a encore beaucoup d'entités qui sont encore sur X. Par exemple, les partis Oui. politiques sont encore très présents sur X. Puis j'allais faire un petit décompte, parce que je me dis, OK, à la limite, un compte, peut-être, mais des comptes vérifiés, là, ça veut dire que tu payes. Ça veut dire que tu finances la chose. La coalition Avenir Québec, j'avais trouvé 13 comptes vérifiés. Donc, il y a les comptes de différents ministres qui sont vérifiés. Étrangement, François Legault ne l'est pas. Quand le premier ministre, lui, son compte n'est pas vérifié, mais plusieurs de ses ministres le sont. Mais la CAQ a plusieurs comptes, genre la CAQ dans les médias, les actualités de la CAQ, les éditions spéciales de la CAQ, les bons coups de la CAQ. En tout cas, ils ont plusieurs comptes de même, là, qui sont tous des comptes vérifiés. Le Parti libéral en avait une dizaine, 10 comptes. Puis le PQ, 9. Puis Québec solidaire avait juste un compte payant. Le compte officiel du parti, lui, c'est un compte vérifié. Puis c'est un peu ça, parce que je sais qu'ils disent « Ah, on est là parce que les journalistes sont là. » Mais je pense qu'ils sont moins. Mais c'est pas une plateforme qui est neutre. Il y a quand même plusieurs études qui ont montré que, l'algorithme avait été tweaké pour, booster les publications de Musk et aussi de l'écosystème de droite et d'extrême droite. Et que, par exemple, les démocrates ou les gens plus à gauche se faisaient comme déprioriser par l'algorithme. À un moment donné, il me semble qu'il faut. Je me dis que ce serait peut-être le temps que ces partis politiques prennent la décision de quitter puis d'aller ailleurs. Parce qu'à un moment donné, tu retrouves tes posts à côté d'un post de Mika Hitler. C'est un peu bizarre. Mais ça, disons, mettons dans le privé, j'aimais beaucoup d'opinions là-dessus parce que je trouve ça un peu mystérieux parce que les partis politiques vont dire on est là-dessus parce que les journalistes sont là-dessus. Moi, la réponse à ça, non, les journalistes sont où sont l'information? Si tu mets l'information ailleurs, les journalistes vont te suivre ailleurs parce que c'est leur travail de suivre l'information. Fait que de dire que c'est ceux qui suivent l'information qui sont. Je trouve ça un peu bad. À la limite, puis Blue Sky est là, si on veut quelque chose qui ressemble un peu plus à Twitter, ou à la limite Mastodon, qui tant qu'à moi est une solution beaucoup plus souveraine et qui s'inscrit dans un effort dans lequel, surtout qu'on est actuellement avec un gouvernement, même en dehors de Musk, on est dans un gouvernement américain qui est très hostile au Canada en général. Là, je trouve ça difficile de justifier le fait qu'on utilise des plateformes comme ça et qu'on les paye pour les utiliser en plus. Moi, c'est doublement bizarre comme chose. Puis j'ai sorti un peu du monde politique, puis je vais plus aborder les Européens, puis ça m'amuse beaucoup. Parce que les Européens vont être les premiers à chialer énormément contre le complexe industriel, machin, des Américains qui contrôlent tout. Le GAFAM, c'est le diable incarné, tout ça. Puis là, je parle d'événements de cybersécurité en France, notamment. Ils sont tous sur Twitter. Là, je fais comme... Là, il y a comme quelque chose, vous dites d'un côté, vous êtes en désaccord avec ça, c'est le diable, puis de l'autre côté, vous êtes dessus. Là, s'il vous plaît, un minimum de cohérence, allez où vous croyez, puis oui, effectivement, il y a moins de monde sur Mastodon, oui, effectivement, il y a moins de monde sur Blue Sky, mais si l'objectif, c'est d'amener dans un contexte qui est aligné avec nos valeurs, ça vaut la peine d'aller là jusqu'à temps que le fellowship rembarque, puis c'était le fou la poule. S'il n'y a personne qui s'en va sur Blue Sky, personne, il ne se passera rien. On est tous en train d'attendre de savoir qui va faire le geste en premier. C'est un peu la même chose. Puis on peut même ramener plus loin. Facebook, puisqu'ils ne font plus ils ne relaient plus les informations au Canada, les partis politiques ont de la misère à ne pas y aller, à ne pas mettre de l'argent, à ne pas mettre de publicité. Ça a été un mini-scandale lors d'élections partielles.
Puis je dis très personnellement, je trouve que nos valeurs sont pas alignées. Tu sais, c'est comme, je m'en fous de mes valeurs dans la mesure où je rejoins des gens. J'ai un peu Oui, de misère. mais ça, c'est comme les gens qui vont, comme dire, eat the rich, mais à payer leur abonnement Amazon Prime à tous les mois quand même. Tu sais, je veux dire, à un certain point, j'ai l'impression qu'on a, il y a la notion de, il y a pas de consommation éthique sous le capitalisme, mais on s'en sert un peu comme cop-out que ça vaut pas la peine de faire des efforts parce que de toute façon, il y aura pas d'efforts parfaits. Mais c'est pas si dur là, de se priver d'Amazon Prime au pire. Puis c'est pas si dur Ouais, de je pense changer. Tu sais, c'est pas grave d'avoir moins de clics, c'est pas grave de refaire une communauté, c'est pas grave de comme essayer d'autres sites web. Mais on dirait que les gens sont comme tout un peu comme gelés sur place. Puis ils savent pas quoi faire ou ils veulent pas faire de pas, puis ils attendent. Il y a personne qui prend le devant d'aller vers ce genre de choses-là. Puis je trouve ça particulier, puis j'aurais pensé que au minimum, nos institutions publiques devraient prendre action et se diriger vers ça. Puis là, dans un contexte, puis on revient dans un contexte qui est particulier de tension géopolitique avec les États-Unis. Mhm. Le gouvernement ontarien a coupé les contrats de Starlink. Là, c'est un geste concret face à Musk. Et de l'autre côté, ils vont être sur X. Fait que là, Mm. soyez dans l'ensemble du chose et construisez. Puis c'était peut-être un peu ça, puis là, tu du clic. Fait qu'on on a de la difficulté, puis là, on va glisser un peu sur tout le volet du Fediverse et ce qui est contraire à ce que les jardins gardés par les grandes compagnies américaines, les GAFAM notamment, nous ont habitués. C'est facile d'avoir des followers dans Facebook, Instagram, TikTok, ces affaires-là, parce que c'est des plateformes centralisées. Fait que là, on a comme un raccourci qui probablement vient jouer dans notre cerveau aussi d'ailleurs, parce que c'est facile, on va aller là. Quand on va dans le Fediverse, quand on tourne dans l'ancien monde, c'est-à-dire les feeds RSS, les blogs, se feeder soi-même, de construire sa base sur le fait qu'on n'utilise pas des plateformes qui vont amplifier notre message parce qu'on est bien aligné sur l'algorithme. Là, c'est nous l'algorithme, c'est nous qui devons faire l'effort. Puis dans le réel, c'est pas des likes qu'on a, c'est des gens qui nous suivent pour de vrai, pas des affaires fictives et tout. Fait que c'est très compliqué socialement comme on est rendu sur ces éléments-là. Et puis j'en parle parce que j'ai fait le choix pour mes événements, pour le Polysécur, ces choses-là, notamment de ne pas être sur X, Mhm. puis notamment de prendre le chemin long et ardu de construire le public lentement, un à la fois, pas de multiplier les choses parce que je vais aller sur X, je vais faire un post genre populaire, va devenir viral, pouf, je suis devenu une star du monde. Je prends le chemin plus lent et plus difficile. Oui, mais en même temps, c'est probablement un avantage parce que tu es moins à la merci des changements d'algorithme. Tu sais, je me rappelle quand justement Google avait changé les trucs de SEO, les gens pleuraient là, sur LinkedIn que leur business était ruiné parce que là, tout d'un coup, il n'y avait plus aucune visite sur leur site web parce qu'eux n'avaient jamais pris le temps de bâtir long terme. Ils faisaient juste apporter des leads. Puis c'est peut-être pour le mieux. En fait, la stratégie est peut-être plus gagnante à long terme. Mais oui. J'aime le penser que c'est gagné à long terme, mais c'est plus difficile, ça demande des efforts. Le réel, c'est ce que les gens ne veulent pas faire, c'est mettre les efforts pour construire. Puis ça, on revient encore sur la paresse du AI, toutes ces affaires-là. On est vraiment dans un univers où le raccourci, le chemin le plus rapide est toujours favorisé. On va prendre l'exemple, l'espèce de pseudo-scandale de la publicité du FEC. Là, tout le monde s'est outré là-dessus parce que la firme qui a fait la publicité a utilisé du AI parce qu'il y a des signes évidents de. Bon, l'erreur, c'est pas qu'ils ont utilisé du AI. L'erreur, c'est qu'ils n'ont pas fait le contrôle de qualité nécessaire qui est quand même exigé par rapport à ça. Puis on en a déjà parlé abondamment dans d'autres épisodes. Là, ce raccourci-là, ben là, c'est la faute. C'est effectivement, il aurait dû ne pas prendre le raccourci, mais d'aller jusqu'au bout du vrai travail. On est vraiment dans ce contexte-là où tout est une question de raccourci, du sucre, beaucoup de gras. Allez, on se bourre comme faut, on n'utilise pas notre cerveau le moins possible, puis on gagne de l'argent avec ça, puis on est content. Ouais. Mais sur le réseau social, je pense pas que c'est seulement une question de facilité. Il y a aussi la question du network effect, là, l'effet réseau, dans le sens que tu vas sur le fait divers, puis là, tu cherches, puis là, ben, la presse n'est pas là. Je peux pas lire leurs articles, je peux pas voir leurs articles. Tel n'est pas là. Fait qu'il y a le fait, est-ce que mes amis sont là, puis est-ce que les sources d'informations que je veux
voir sont là. Mais c'est pour ça que des gens comme justement les médias, les partis politiques, tu sais, des gens qui peuvent, eux, entraîner un mouvement, devraient être ceux, je pense, qui devraient justement le faire. Tu sais, de dire, ben nous, on quitte X, on s'en va là, parce que ça va entraîner d'autres gens. Ils disent, ah ben moi, si je veux le voir, le post de François Legault, ben, je vais y aller. Tu sais, les journalistes, vont suivre, mais aussi les gens qui ont envie de voir ce qu'il y a à dire. Mais en même Euh, temps, c'est relativement récent, ce concept-là. Je veux dire, je me rappelle quand je suis allée sur Twitter pour la première fois, c'était pas parce que je voulais suivre des journalistes, puis des articles, puis des choses comme ça, c'est venu après. C'est à l'époque, si je voulais lire un article de la presse, je tapais lapresse.ca, oui. puis j'allais sur Mais le site, puis pareil pour j'étais allée sur Twitter parce qu'il y avait une communauté en ligne très précise, très niche. Puis là, pour vous dire à quel point niche, c'était une genre de la première web série qui floutait la ligne entre la réalité. Dans le fond, c'était des YouTube vlogs qui nous faisaient croire qu'ils étaient vrais. Puis là, il y avait une enquête parce que la petite fille, elle avait disparu. Puis finalement, turns out que c'était comme un show qui s'appelait Lonely Girl 15. Genre, c'est genre les anthologies du web. Mais j'étais sur Twitter parce que je faisais partie de cette communauté-là, puis on voulait savoir qu'est-ce qui se passait avec ce vidéo YouTube-là. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était faux? Puis éventuellement, il y a des gens qui ont joint, ça s'est créé, les communautés, je me suis mis à rajouter des choses. Fait il faut comme ça sortir de la tête que comme on devrait avoir tout comme dans un buffet lazy au même endroit. Tu sais, comme il y a des. ben, le GAFAM nous ont habitués à ça parce Mhm. qu'avant les GAFAM, avant les Twitter de ce monde, c'est exactement ça. Tu sais, je veux dire, c'était les RSS, c'était toute la façon, ce qu'on appelle maintenant le Fediverse, c'était le pré-Facebook, Meta, Google, tout ce qu'on a maintenant, centralisé. C'était avant, tout le monde avait le petit site web, leurs petites affaires Gizmo, tout le monde avait les petites affaires univers dans tout autonome. On n'était pas sur des plateformes centralisées. Puis ce que tu mentionnes est un peu la fin de cette époque-là où tout était distribué. Puis là, la facilité nous a amené vers les plateformes centralisées, puis on fait énormément d'argent, puis c'est pratique, là, les plateformes centralisées. Tu sais, quand tu peux cumuler 1 million, 2 millions de followers, c'est facile. Dans le Fediverse, c'est du travail ramasser 1 à 2 millions de followers. On n'est pas dans la même amplitude d'effort qui va avec ça. Fait que ces plateformes-là, puis tu sais, ça s'alimente. S'ils réussissent à mettre 1 million de followers sur quelqu'un, c'est parce que c'est dans l'intérêt de la plateforme de faire ça, de créer ces espèces de stars artificielles qui nous amènent, parce que tant qu'à moi, il y a beaucoup d'influenceurs qui self-made, sont pas tout à fait self-made parce que, tu sais, genre, sont propulsés parce que c'est dans l'intérêt de la plateforme qu'ils utilisent pour faire ce genre de choses-là. Là. Yeah. Toi qui es étudiant en marketing, qui es travaillé en marketing, tu es clairement très au fait de tout. Il n'y a pas de surprise dans ce que je te dis. Là. Non, mais il y a une raison aussi pour laquelle je ne travaille plus en marketing. Là, puis c'était un peu cette notion-là que personnellement, je trouvais que c'était pas un univers dans lequel je voulais nécessairement grandir. Que n'importe quel influenceur, autant authentique qu'il était au départ, autant il est forcé dans un meat grinder à réutiliser les formules, adapter, puis c'est comme devenir éventuellement de plus en plus. En fait, je pense que le cerveau humain n'est pas fait pour être observé par des millions de personnes en même temps. Ça peut pas faire autrement que de briser ton cerveau humain, cette constante hyper vigilance de soi, avec ce qu'on voit là, comme changement, là, puis le weird social media talk, puis la façon que les gens s'expriment, les genres de glitch de langage qui apparaissent, puis le hyper formatting, que toutes les maisons commencent à ressembler à la même chose, tous les décors, toutes les trends, ça devient juste tout cliché, non offusquant, rien de créatif, passer à travers un IA pour être tout lisse. Je pense pas que c'est bien. Je te rejoins là-dessus. On va en profiter justement, comme c'est toi qui parlé en dernier, d'aborder ton sujet, qui était au niveau de WeTransfer, qui a généré beaucoup de bruit sur les médias sociaux parce qu'il y a eu un changement dans leur politique d'utilisation et ça l'a amené à beaucoup de drames. Oui, mais en même temps, je pense que le drame est justifié dans la façon que ça a été communiqué par WeTransfer. Pour vous mettre en contexte, WeTransfer avait pris la décision il y a quelques jours, I guess, de commencer à entraîner leur IA sur les documents qui étaient partagés via son service. Le problème, c'est que cet changement à la politique a été fait plutôt subtil, en mode qui élit les conditions d'utilisation renouvelées d'une application? Personne.
Donc, les gens ont comme accepté cette nouvelle politique-là sans nécessairement avoir été bien communiqué ce que ça voulait dire. Éventuellement, il y a des gens qui ont remarqué. Ça a sorti les influenceurs de la cybersécurité et vie privée qui ont levé les drapeaux d'alerte. Ça a choqué les gens. La réaction a été assez forte pour que WeTransfer fasse comme « Oh non, excuse, on a oublié, oups », et a rétracté la décision. Mais je pense que ça reste quand même, tu sais, le fait que ça soit un peu une non-histoire au final parce que ça a été annulé, la compagnie s'est rétractée. Je pense que comme le nerf de la guerre, en fait, c'est ce fait que en fait, il y a 2 points. Toutes les plateformes veulent intégrer l'IA au coût des données, la vie privée de leurs utilisateurs. C'est rendu impossible pratiquement d'échapper à l'IA. On peut plus rien faire sur le web sans qu'il y ait un IA dans notre face. Puis de 2, cette notion-là que quand il y a des changements majeurs à une politique d'utilisation, ça devrait pas juste être un pop-up en texte, police, 7 minuscule, que les gens font juste comme cliquer «Oui, j'accepte». J'ai l'impression qu'il devrait avoir un highlight un petit peu plus formaté en mode, voici les changements en grandes lignes, puis qu'il y aurait peut-être de quoi encadrer à ce niveau-là. Parce que là, celle-là, on l'a attrapée, mais comme quel autre changement qu'on accepte au quotidien sans savoir exactement ce pourquoi on sign up? Il y en a énormément. Mais déjà, entre la différence de régime légal entre l'Amérique et l'Europe, c'est déjà assez important. Quand on commence à voyager en Europe, c'est étonnant le nombre d'avertissements qu'on a quand on utilise des applications, quand on utilise des sites web par rapport à ce qu'on a ici. Donc déjà, eux ont accès à de l'information supplémentaire qui leur permet de prendre des décisions plus éclairées. Est-ce que les gens le font? Est-ce qu'ils le lisent? Ça, c'est un autre débat. Puis je ne suis pas nécessairement sûr que ça c'est fait. Mais il demeure que l'information est beaucoup plus facilement accessible que pour nous autres. Justement, il faut que tu trouves, genre, clique, nous avons changé, va lire, ça te tente, clique, OK, bye. Ben, c'est sûr, tu vas faire clic, OK, bye, puis tu vas continuer à faire ce que tu fais parce que, en général, quand on consomme un service, notamment WeTransfer, on a un objectif. On n'est pas là par hasard. On a un objectif pressant et urgent parce que tout ce qu'on fait est pressant et urgent. Donc, on est rendu là, on veut aller déposer un fichier parce que là, s'ils ne le reçoivent pas dans la minute qui suit, mon vis-à-vis va être fâché, je vais recevoir des courriels haineux, machin, bon, j'ai de la pression. Fait que je ne regarderai pas dans les conditions, puis je vais l'utiliser, puis ça va passer en dessous du radar. Ça, c'est un élément. En même temps aussi, c'est un peu la désinvolture que nous a amené, puis on revient encore sur le GAFAM, toute cette culture de surveillance qu'eux nous ont habitués de vivre parce que Facebook s'entraîne sur nos posts, sur ce qu'on fait. LinkedIn s'entraîne sur nos posts. Grok X le fait, puis de façon éhontée. Sont tous dans des contextes comme ça. Puis là, on est en train de se réveiller un peu à la Snowden. Là, on est en train de se réveiller. Dire, hey, ce que j'envoie chez un tiers, ils peuvent à peu près faire ce qu'ils veulent avec parce que c'est chez eux, parce qu'ils sont aux États-Unis, parce que les règles de protection aux États-Unis sont faibles, voire quasi inexistantes dans le plupart des cas. Puis c'est ce réveil-là. À part le fait que je trouvais que c'est un grand drame pour pas grand-chose, il demeure que c'est quand même un réveil qui est nécessaire que les experts sont déjà au courant, mais que monsieur et madame tout le monde n'ont pas vu ou ne sont pas conscients à quel point ils contribuent. Je C'était pas juste d'entraîner l'IA, par exemple. Oui, Hein, c'est un peu plus, ouais. c'est plus large, puis même c'était de pouvoir créer du contenu dérivé avec Oui. les fichiers, de les license, là, donc les revendre à d'autres, d'utiliser le contenu. Fait qu'il y avait beaucoup de personnes, surtout qui travaillent dans les industries créatives, qui disaient ben moi, si je ne peux plus envoyer de travail à un client via WeTransfer, parce que j'ai même pas les droits. C'est pas moi qui ai les droits. Fait que je peux pas te donner les droits à WeTransfer d'un produit qui ne m'appartient, tu sais, qui appartient à mon client, par exemple. Puis je pense que c'est ça un peu la raison pour laquelle ça l'a autant choqué, c'est que WeTransfer avait bâti une réputation auprès d'une certaine industrie, que c'était une façon sécuritaire de partager des fichiers volumineux, que l'information allait pas être conservée. Puis à cause de ça, tu sais, je veux dire, il y a des grands studios créatifs, là, qui partagent des unreleased, IP, genre, qui sont importants, là, qui ont comme de la valeur industrielle majeure via ces plateformes-là. Puis le fait de changer un peu en mode sneaky, en background, sans l'annoncer trop, sauf en mini caractère, c'est outrageux. Puis c'est entièrement contre la mission, puis tout ce que
tout le marketing que WeTransfer avait fait jusqu'à ce point-là, tout d'un coup, s'applique plus parce que la raison d'être de WeTransfer, c'est de transférer sécuritairement des fichiers volumineux. Le point de WeTransfer, c'est que le lien expire éventuellement. C'est pas envoyé à l'infini. Il y avait une notion de sécurité, là, peu importe la valeur officielle que ça avait au final. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sentaient en sécurité de partager des fichiers importants et confidentiels via cette plateforme-là. Puis de dire tout d'un coup, on peut faire ce qu'on veut avec. En fait, tout ce que tu partages peut nous appartenir. Mais là, ils sont revenus, fait que je m'attendais à ce qu'il y ait plein de ports FTP ouverts là, sur Internet. Parce que les gens ont décidé d'utiliser d'autres méthodes pour transférer le fichier. Mais il reste que c'est un service tiers. Surtout des compagnies américaines ont tendance à faire ces changements-là. Puis là, c'est un exemple. Puis c'est important au-delà du drame un peu, tant qu'à moi, un peu fictif. L'important là-dedans, c'est que c'est un rappel sévère que ces compagnies-là peuvent changer les conditions d'utilisation à tout moment de façon non divulguée. Ils ne sont pas les premiers à le faire, là. C'est le premier drame vraiment qu'on voit de ce type-là. Quand LinkedIn a changé, tout le monde a fait aussi un peu les avocats Facebook. Les conditions d'utilisation de Facebook, vous allez être étonnés de ce qu'ils peuvent faire avec vos informations. Même chose pour LinkedIn, même chose pour X, même chose pour les autres plateformes de médias sociaux. TikTok, c'est encore pire que pire. Là. Eux autres, ils peuvent littéralement tout faire avec ce on envoie sur TikTok. Là. Ouais. Puis, dire tout. C'est là où les gens on est pris, puis on est encore dans le contexte, on a été habitué à donner des informations, de la création, des choses comme ça, en échange de publicité. Et tout ça, c'est là que ça en est. Puis pour ce que ça peut servir, ce choc-là, c'est que là, les gens posent des vraies questions. Au lieu de se faire dire « allez par là », puis c'est un peu dans la même mouvance que tout se faire pousser du AI pour du AI. Poser des questions avant d'y aller. Poser pourquoi on y va. Puis pourquoi on utilise WeTransfer. Puis est-ce qu'ils peuvent modifier les conditions à tout moment? Si la réponse est oui, soyez prudents. Parce que ces compagnies-là sont là pour faire de l'argent. Ils ne sont pas là pour faire les choses. Puis même le marketing de WeTransfer, c'est pas la première compagnie qui dit oui, on fait attention, on ne divulguera rien. Et tout coup, il y a une possibilité de faire de l'argent qui apparaît. Puis les valeurs disparaissent. C'est pas grave, on va faire de l'argent avec ce qui passe devant nous parce qu'il faut entraîner du AI, parce qu'il y a d'autres façons de faire de l'argent. On va monétiser l'information qui nous passe entre les mains. Ne sont pas les premiers à succomber à cet appétit capitaliste. Puis ils se sont rétractés, mais honnêtement, leur message d'excuse est un petit peu, encore une fois, le gaslighting est à son maximum. Traduction un peu très brute de ce que la nouvelle politique disait, c'était « Vous nous accordez par la présente une licence perpétuelle mondiale non exclusive, libre de redevances, transférable et pouvant faire l'objet de sous-licences pour utiliser votre contenu dans le but de faire fonctionner, développer, commercialiser et améliorer le service ou de nouvelles technologies ou services, y compris pour améliorer les modèles de performance d'apprentissage automatique. » OK. Puis là, leur excuse, c'est « En fait, vous avez vraiment mal compris. » La ligne exacte, c'est cela a amené nos clients à s'interroger sur 2 points clés que nous clarifions. Nous n'utilisons pas l'apprentissage automatique ni aucune forme d'intelligence artificielle pour traiter le contenu. Et parce que votre contenu vous appartient, nous avons besoin d'une licence de votre part pour pouvoir vous fournir notre service. Fait qu'ils sont comme non, vous avez mal compris. On voulait pas dire, quand on a dit on va entraîner des modèles d'apprentissage automatique, qu'on allait entraîner des modèles d'apprentissage automatique. Qu'on a mal compris. Mais ils ont changé quand même la politique. Voilà. Ils ont clarifié les choses. C'est important de clarifier. Écoute, je m'excuse, c'est quand j'ai vraiment cru qu'on va entraîner sur le contenu. On va utiliser le contenu pour entraîner un modèle d'apprentissage automatique. Ça voulait dire qu'elle entraîne un modèle d'apprentissage automatique. Mais qu'est-ce qu'on a? On a mal compris. On a mal compris. C'est notre faute. Nous sommes des humains, nous avons le droit de faire des erreurs. Do better. Oh my God, c'est à peu près... C'est un peu triste, mais en même temps, puis je reviens sur le fait,
le drame, au moins, aura servi, comme Snowden nous a réveillé le grand public, les gens qui normalement ne sont pas sensibilisés au fait que quand tu transfères un fichier à un tiers, ce tiers-là peut faire à peu près tout et n'importe quoi de ce qu'il y a avec. Ben là, ça l'a éveillé une partie de communauté qui n'était pas éveillée à ce genre de choses-là. Fait au minima, ils ont sensibilisé un grand pan de la société, bien malgré eux, puis il faut en profiter, puis il faut les saluer sur le fait de nous avoir sensibilisé bien des gens qu'on a, en temps normal, a beaucoup de difficultés à convaincre que c'est difficile, c'est ce genre de choses-là. Définitivement. Fait plus un. Merci WeTransfer pour cette campagne de sensibilisation qui aura servi à... C'est quoi l'expression « petit train va son... » Va loin? Transition vers le prochain sujet. Oui. Oui, train. Ça aussi, c'est une affaire qui a créé du drame pour quelque chose qui est un peu étonnant. Cette semaine dernière, sorti dans les nouvelles, là, il y a un CVE sur une vulnérabilité communication sans fil dans les trains dans lequel on pourrait potentiellement arrêter ou faire appliquer les freins par le train parce que le système de communication n'est pas protégé d'aucune façon. Gros scandale, grand bruit, le monde sont énervés avec ça. Mais ça fait 20 ans que c'est connu. Ça fait 20 ans que l'industrie refuse d'agir avec ça. Puis là, on fait face à des industries plus legacy patrimoniales qui ont beaucoup de difficultés, puis quand ils ne voient pas, puis c'est très drôle parce que ce qu'on lit beaucoup là-dessus, puis beaucoup de gens en cybersécurité dans le début des années 2000 ont fait affaire avec ça. Si tu ne me le montres pas, je ne te crois pas. Ça n'existe pas ce que tu me dis. On retourne dans cette logique-là de vieilles choses. Non, mais si je ne le vois pas, je ne te crois pas, donc je ne le traite pas. Puis il y a beaucoup de gens en cyber qui ont souffert de cet élément-là. Certains sont restés encore avec des marques puis ont un peu de PTSD sur ces éléments-là. Donc, ça transparaît un peu dans leur véhicule actuel ou leur communication. Mais il demeure que c'est encore ces affaires-là. Fait que moi, ça m'a un peu fasciné. Puis en même temps, l'année passée, j'étais au DEFCON et il y a quelqu'un qui était venu présenter sur le système ferroviaire espagnol, avait présenté un paquet de vulnérabilités d'à peu près du même niveau qu'on a à peu près dans ce niveau-là. Quelque chose assez banal. C'est quelque chose qui permet de changer les tracks, changer le contrôle des affaires comme ça, changer les lumières. Des choses qui sont quand même épeurantes en même temps quand tu dis que tu prends le train, mais qui sont assez triviales pour quiconque connaît comment ça fonctionne. Donc, on se retrouve dans un contexte où on a, dans ce cas-ci, un pan complet de l'industrie qui refuse littéralement de vouloir traiter des choses qui sont connues depuis longtemps parce que pour eux, c'est pas grave. Mais en même temps, puis oui. C'est pas grave, mais il y avait aussi, je pense, le facteur coût, je pense, qui jouait là-dedans parce que la vulnérabilité, c'est dans l'espèce d'appareil qui est à la queue du train, là, le Fred, l'espèce de lumière qui flash. Quand vous voyez un train de marchandises passer, puis il y a une lumière rouge là, qui flash derrière, là, c'est cet appareil-là. Puis là, ils doivent les changer comme partout en Amérique du Nord. Puis Risky Business, dans leur article, il paraît qu'ils estimaient jusqu'à 6 à 10 milliards de dollars pour changer ces appareils-là sur tous les appareils en fonction. Fait il y a probablement ça aussi qui a fait que l'industrie a traîné de la patte en disant oh, ouais, regarde, ça prend. Est-ce que quelqu'un va vraiment exploiter ça? Ben, on arrive toujours au scénario de ah, c'est pas grave, ça arrivera Ouais. jamais. On se met la tête dans le sable, mais disons, si c'est connu depuis plus de 20 ans, il aurait pu faire une amorce de solution il y a 20 ans. Ça va coûter Ça moins n'aurait cher. probablement pas coûté aussi cher que ça il y a 20 ans. Ouais. Et tranquillement migrer vers quelque chose par attrition, faire disparaître. Un peu comme dans les milieux industriels, parce que c'est ça un des énormes problèmes en milieu industriel, parce que ils vivent avec des systèmes patrimoniaux des fois qui ont 20, 30, 40 ans et qui ont les vulnérabilités de 20, 30, 40 ans. Fait qu'ils doivent quand même agir pour protéger la production industrielle parce que, bon, maintenant, moi, je vais être chez nous pendant que je veux contrôler mes affaires industrielles. Ça ne me tente pas d'aller au bureau tous les jours. Donc, télétravail faisant, il y a des capacités qui sont ouvertes. Donc, ils ont été obligés de sécuriser ou de trouver des façons avec le temps de sécuriser. Là, le problème que l'industrie ferroviaire a présentement, c'est que là, ils n'ont plus le choix. Il faut qu'ils le fassent. Fait que là, la gifle qu'ils vont recevoir va être brutale parce qu'ils vont devoir le payer pour prendre qu'ils vont prendre une directive parce que quand même,
les autorités américaines s'y ont intéressé. Là. Fait que là, c'est devenu quelque chose, puis là, l'œil de Sauron regarde. Fait que là, ils n'ont plus le choix là, d'agir. Au lieu d'avoir fait ça tranquillement pendant 20 ans, ben là, ils ont probablement Ouais. 1 an pour le faire, brutalement, à grands frais, parce que là, les consultants vont se frotter les mains. Hein? Fait que là, ils voient l'argent de ça. Fait que là, ça va faire comme l'an 2000. On va y aller all-in, on va charger des taux de fou. Puis ça va être fait de façon un peu broche à fond aussi, d'ailleurs. Ça va être fait trop rapidement. Puis ça sera, ça va être ça. Fait que là, c'est un peu genre, j'attends dans la minute, j'étais là que ça m'explose en pleine face. Puis quand ça m'explose en pleine face, je suis triste. Oui, mais tu peux. Je veux dire, c'est un peu ça. Ça aussi, c'est du capitalisme mal foutu, si on veut. C'est genre, on va extraire le maximum de profit pendant qu'on veut, puis on ferme les yeux, puis c'est pas grave le restant. C'est. Est-ce que le contexte politique actuel est un des motivateurs, selon vous, pour que tout d'un coup, cette vieille vulnérabilité-là soit aussi mise Ben, à l'avant? moi, je trouvais que c'était un bel exemple de ténacité. Tu sais, les livres, là, un exemple de ténacité là, qu'on avait quand on était kid. Là. Parce que la personne, Neil Smith, là, qui avait trouvé la vulnérabilité il y a genre 10, 15, 20 ans, ben, il y a une autre personne qui l'a trouvé indépendamment de lui. Fait que l'autre personne a présenté au DEFCON il y a plusieurs années. Puis là, cette année, on refait comme ils ont relancé la compagnie, mais là, les 2 personnes ont fait la même déclaration de vulnérabilité. Fait qu'à un moment donné, je pense qu'il y avait aussi un facteur, OK, tu sais, ils reviennent à la charge, là, il n'y en a pas juste un qui le dit, ils sont 2, ils ont des tu sais, il y a comme un moment donné qu'il ne fait pas l'ignorer. En même temps, tu sais, as toute l'histoire de Salt Typhoon puis de gens qui infiltrent les services critiques américains dans des, tu sais, ils ont trouvé dans des systèmes électriques, dans des, il y a eu un hack de barrage, au Danemark il y a pas très longtemps. Il y a des trains qui ont été arrêtés en Pologne en 2023, probablement des pirates russes parce qu'il y avait beaucoup d'équipements militaires qui passaient à travers la Pologne pour se rendre en Ukraine. Puis il y avait utilisé c'est une autre technique parce que c'est pas le même système, là, mais c'était à peu près aussi trivial à faire. Fait qu'il avait réussi à faire arrêter les trains en sifflant 3 notes, là. C'était quand même assez, Puis assez on cute, mais là. on sait qu'un déraillement de train, ça peut devenir très catastrophique, là, Oh oui, c'est rapidement, c'est là. c'est Je veux pas dire, joyeux, là. surtout dans l'historique du Québec, on a quand même, Ouais. une situation, là, qui nous vient tous en tête. Fait qu'il y aurait quand même un impact de weaponiser, en fait, ce genre de vulnérabilité-là, puis de créer des dommages assez catastrophiques, d'impacter les chaînes de transport, puis comme, je veux dire, la façon de faire carrément dérailler l'économie, là, Ouais. rapidement pour pas faire de Mais jeu de mots, avec la c'est juste pour situation. relativiser, c'est par radio. Fait que, tu sais, il faut que tu sois présent sur place, OK, là. Faut que tu envoies un signal radio, là. Tu peux pas faire ça derrière ton clavier, quand en même. Ben, dire, ça nous prend pas une grande imagination pour dire qu'on est capable de s'acheter un Raspberry Pi, on branche ça proche des voies ferrées, puis sur activation, il va se déclencher ou peu importe sur des mécaniques. C'est sûr qu'un pirate chinois avec son Widi ne pourra pas déclencher au hasard parce que trouver un système qui permet ça. Ça, j'en conviens, ça, je suis d'accord. ouais. Il faut aussi faire l'analyse de risque, puis ça, je suis d'accord. Là, tu sais, là, les gens s'énervent, mais il faut faire une analyse de risque. Ce que je n'ai pas vu, en quelle mesure c'est dangereux, dans quelle mesure on a des attaquants, c'est quel niveau de sophistication, quel niveau de dépenses monétaires ça prend pour y arriver. C'est pas maintenant pas énorme parce que là, tu prends un Raspberry Pi, tu caches ça proche des rails, puis tu fais juste broadcaster le signal magique, là, comme les 3 notes que tu mentionnais pour l'élément polonais. Puis, pouf, ça va générer le problème mentionné. Puis on sait qu'avec les mouvements conspirationnistes en ce moment aux États-Unis, il y a de plus en plus de petits attentats un peu comme ça. On sait qu'il y a des, des centrales d'électricité qui ont été attaquées, là, par des groupes un peu plus extrémistes récemment, au Texas, suite aux différents, événements climatiques qui se sont passés. Il y a un groupe, terroriste qui, avait attaqué des installations de météo, là, suite à des narratifs justement de conspiration, là, que
l'inondation avait été causée essentiellement par du cloud seeding, donc une opération volontaire là, selon les accusations de ce groupe de terroristes-là. Et pour se venger, il avait été justement attaqué des installations météo. Fait que, tu sais, le lien, est-ce que à quel point c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui est présent, un lone wolf là, qui décide, là, qui se prend la tête dans une conspiration puis qui décide que la solution, c'est de faire dérailler un train, à quel point c'est surréel. Je pense que juste avec les trucs qu'on a jasés aujourd'hui, la réalité dans laquelle on vit en ce moment, elle est un peu surréelle. Puis il y a beaucoup de gens qui sont dans des réalités complètement alternatives où est-ce que ce genre de solution-là est justifié avec les systèmes de croyances qui ont bâti à travers les différentes conspirations auxquelles ils ont été exposés. Donc, je pense que le risque est quand même concret, là. Comme pour moi, c'est pas complètement out there l'idée que quelqu'un se mette en tête que il faut qu'il le fasse parce que c'est sa façon de sauver la planète, c'est de faire dérailler un train pour passer un message, là. Oui, puis ça, puis en culture américaine, c'est très particulier parce qu'ils n'ont jamais subi de vraies attaques sur le sol. Le 11 septembre est un exemple d'une attaque sur le sol. Ils ne sont pas habitués de considérer les attaques qui peuvent aller sur sol américain. Fait que pour eux, c'est un peu fictif, cet élément-là. Puis ça doit aussi justifier pourquoi ça a été négligé comme ça, parce que ça devient de la fiction, c'est pas grave. Les terroristes s'attaquent ailleurs, les terroristes sont pas chez nous, les terroristes font pas de choses comme ça. En même temps, il va beaucoup sur ça, puis tu le mentionnes, tu as beaucoup de terrorisme interne, domestique aux États-Unis qui arrivent et malheureusement sont mal préparés à ce genre d'éléments-là parce qu'ils l'ignorent généralement, celui-là, par culture. Ils n'aiment pas ça, le regarder en pleine face, que ça peut arriver. Et si on parle de cas isolés par le passé, puis comme tu l'as très bien mentionné, le contexte politique, le contexte social, puis post-confinement, parce que les gens sont beaucoup dans un univers parallèle, se cherchent un sens. Il y a beaucoup de gens qui cherchent de sens parce qu'ils ont perdu du sens dans ces années de confinement-là et se rattrapent à des groupes, malheureusement, conspirationnistes et vont leur donner une forme de sens à leur existence. Puis comme tu dis, un lone wolf qui décide que lui veut démontrer quelque chose, il veut passer un message, ben, il n'est pas exclu que c'est un moyen qui est à sa disposition, assez facile, malheureusement, et qui va pouvoir exécuter ce genre de choses-là. Beaucoup plus qu'aller trouver des explosifs puis d'aller dans un sous-sol et essayer de faire exploser un édifice, par exemple. Ça, c'est beaucoup plus facile. Ou détourner un avion. Là, on est dans des moyens beaucoup plus faciles d'accès, là. Oui, puis quand on voit les domestiques terroristes, c'est vraiment au niveau, tu sais, conduire une voiture dans une foule, c'est des moyens qui sont accessibles. Puis si ça, là, il est pas je veux dire, je lisais un peu la description, puis ce qui se passait, puis ça a pas l'air très dispendieux. Une bonne recherche Google ou un avis de Grok pour nous donner les instructions pourrait potentiellement, tu sais, comme, je sais pas, pour moi, ça me semble un risque beaucoup plus concret que ce que je sais qu'on aime ça dédramatiser des fois, là, mais pour moi, ça, c'est quand même niveau jaune, là. Mais Comme faudrait le faire, là, faudrait faire les updates, faudrait protéger les chaînes. Tu sais, faudrait. ouais, ben, le paysage, la menace a beaucoup changé. Puis Mmh. c'est un des éléments qui, depuis les 5 dernières années, puis je pense qu'on sait pas, il y a très peu de gens qui se sont réactualisés. Comment ça s'est fait? Puis on le voit, là, puis là, vraiment, la deuxième élection de Trump est une belle démonstration de comment ces mouvements-là existent. Puis au moment où on enregistre, les Epstein Files sont encore un élément très fort. Et c'est à quel point ces groupes-là, je pense que les gens qui pensaient pouvoir manier ces groupes conspirationnistes d'une main de maître, mais sont en train d'apprendre que ces groupes-là ont leur propre volonté. Et du moment que le désalignement se fait, ben, tu en perds complètement le contrôle de ces groupes-là et ils deviennent autonomes et font des actions qui sont en dehors du grand penseur qui pensait qu'il avait le contrôle du message et de la directionnalité de ces groupes-là. Ça redevient des groupuscules avec des motivations internes qui leur sont propres, qui sont alignés. Puis, je veux dire, les États-Unis, c'est immense. On ne peut pas dire que le groupe qui soutient Trump est uniforme, loin de là. Et tous ces groupes-là sont en train d'exploser, ont été capables pendant un court moment de vivre sur un chapeau unique, d'avoir une idée unique, ou en tout cas une inspiration unique. Mais celle-ci, c'est clairement effrité. Puis c'est de toute façon, à terme, impossible de tenir ces groupes-là solidaires pendant très longtemps parce qu'ils ont des objectifs qui sont
peu alignés, puis ils ont Oui, chacun des croyances et des choses. il y a carrément une faction qui est simplement de l'accélérationnisme, que leur objectif, c'est de collapse le système le plus rapidement possible. C'est une faction des gens qui supportent Trump. Que pour eux, le sport, c'est pas parce qu'ils croyaient en les valeurs, c'est parce qu'ils croyaient que c'était fondamentalement catastrophique. Puis que eux, ce qu'ils aspirent, c'est la catastrophe, là, pour vivre la petite fantaisie là, de prepper avec leurs armes à feu, etc. Fait que oui, effectivement, ce genre de factions-là existent qui sont probablement pas faciles à contrôler avec le genre de narratif. Mais bref. Qu'est-ce que tu penses, toi, au final, somme de tout ça? Toi qui vis dans La ces grande milieux-là, réflexion. mais C'est parce en que pensée profonde. C'est comme... tu les C'est pour ça, côtoies quand même. je trouve ça quand même fascinant, l'histoire de Epstein. Là. Ouais. J'ai lu et écouté beaucoup de choses là-dessus dans les 2-3 derniers jours parce que, tu sais, quand c'est arrivé, je me rappelle de, tu sais, c'était un truc qui m'avait quand même intéressé. Puis, tu sais, je sais pas si vous vous rappelez, là, tu sais, QAnon, c'était une réaction au fait que pendant la campagne électorale, Trump a dit « Je vais arrêter, je vais mettre Hillary Clinton en prison, je vais vider, je vais drain the swamp, là, je vais drainer le marécage. » Puis là, quand il est arrivé au pouvoir, il n'a rien fait. C'était la seule chose qu'il a faite, c'est qu'il a coupé beaucoup les impôts pour les très riches. Mais tu sais, à part de ça, il a comme à peu près rien fait pendant son 4 ans. Puis il avait l'air assez malheureux. La journée où il était le plus heureux, c'est quand il avait commandé du McDo là, pour une équipe de foot là, qui était venue à la Maison-Blanche. Là. Ça avait été probablement le summum de ses 4 ans. Puis les gens ont inventé toute une mythologie autour de QAnon que, ben, en réalité, Trump travaillait dans l'ombre, il se battait contre le Deep State, il est en train de, tu sais, il avait ramassé les pédophiles. À un moment donné, tu sais, un tel, il est déjà exécuté, puis celui que vous voyez, ben, c'est un clone parce qu'il a déjà été exécuté. Il va avoir Nuremberg 2.0, le Release the Kraken, en tout cas, toutes sortes d'affaires. Fait que là, après ça, on a eu Biden pendant 4 ans, puis là, Trump revient. Puis là, les gens, tu sais, ils ont soif à leur vengeance, tu sais, ils sont comme, hey, là, peut-être qu'on va l'avoir. Puis là, tu as des gens qui étaient à fond dans QAnon, comme Kash Patel, Bongino, qui sont rendus dans des positions de pouvoir, là, comme chef du FBI. Là, tu dis, OK, là, les arrestations, ça s'en vient, ça s'en vient. Plus, il y en a un qu'on sait que c'est un crotté, puis que, tu sais, quand il s'est fait arrêter, les gens disaient, oh, il y avait plein de cassettes, tu sais, plein de DVD avec des noms de personnes dessus, ou je ne sais pas trop quoi, tu sais, il y a plein d'informations. Tu as des gens du cabinet Trump qui ont déjà dit oui, la liste de clients est sur mon bureau, je vais bientôt la libérer et tout ça. Puis là, c'est comme non, circulez, il n'y a rien à voir, il n'y a plus rien. Là, c'est comme une chose comme oh, t'as peur là. non, tu nous as promis du sang, là. Tu nous as promis, tu sais, tu nous as promis quelque chose. Puis là, puis comme tu dis, je pense que c'est ça. Pendant un bout, certaines de ces factions-là étaient utiles. Trump a beaucoup partagé des memes de QAnon sur Truth Social. Même si QAnon était pas mal mort dans les dernières années, puisque Q ne poste plus depuis longtemps, Trump continue à partager des memes là-dessus. Mais comme tu dis, ils ont perdu le contrôle sur... C'est ça, c'est pas... En tout cas, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. Puis sérieusement, je trouve que c'est d'une maladresse comme incompréhensible. Comme je comprends pas qu'ils pensaient que ça allait bien se passer. Mais ça a marché jusqu'ici. Hein. Il y a encore du monde qui croit encore que c'est du 3D chess machin. Alexis Cossette, Trudel, je me suis dit, que pense Alexis? Des fois, je sais pas pourquoi ça m'arrive et je me dis, mais que? T'as des droits d'habiller, Sam, pour vrai, des fois. Des fois, je me dis, je me demande ce qu'Alexis pense en ce moment. Fait que là, je suis allé voir. Puis là, lui, il a même mis une photo au cas où qu'on n'avait pas compris son allégorie. Il disait que c'était comme le souk à la corde. Fait que là, tu avais comme une photo de gens qui tiraient sur une corde au cas où tu n'avais pas compris c'était quoi. Parce que là, il disait, là, les gens sont comme, on veut l'Epstein Files, on veut l'Epstein Files. Puis là, tout le monde tire pour les avoir. Puis à un moment donné, Trump va lâcher la corde. Puis là, tout le monde va revoler. Parce que là, il fait juste ça pour que les gens soient... En tout cas, mais ça, c'est Alexis, là. Il est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme, c'est de l'échec 3D, comme, il y a 42 coups d'avance sur nous, inquiétez-vous pas, ça va. En tout cas, fascinant. Excusez. Non, mais ça peut partir longtemps. Moi, j'aimerais ça. Est-ce qu'il va falloir faire un dossier spécial sur la conspiracy autour de ça, puis les différents niveaux de... Mais ça serait intéressant. Puis moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément parce que
Puis là, je vois ça, puis là, tu vois la déconfiture complète de ça, puis c'est un peu l'insouciance. Moi, je trouve que c'est de l'insouciance de la part de Trump, en l'occurrence, de pas comprendre que t'as juste des chats, puis t'essaies de comme rallier des chats à ta cause, puis t'as réussi pendant un temps, puis chapeau, parce que d'avoir réussi à rallier tout ce monde-là pendant aussi longtemps. Ça, 6 mois, moi, je trouve, rallier ça pendant plus que 6 mois, je trouve ça déjà bien là, de ce qu'il a réussi à faire. Parce que ça demeure des chats avec des autonomies, avec des volontés, avec des choses qui sont distinctes. Et là, parce qu'il a fait, puis là, comme tu dis, une maladresse, mais tu sais, c'est genre, mais c'est d'une insouciance grave, là, de penser que tu avais un réel contrôle sur ces groupes-là. Je trouve ça d'une mauvaise lecture des choses très, très importantes. Et là, ben, il a donné un coup de pied sur l'espèce de rassemblement qu'il y avait, puis là, il en a perdu le contrôle. Et quand des gens comme Musk et l'autre Rogan parlent contre ça, puis posent des questions, t'es foutu. Là, t'es vraiment dans un contexte où les personnes qui t'ont aidé à rallier le message défait l'alliance qui a été créée. Mhm. Ça devient grave. Je suis un peu inquiet, très franchement, par rapport à ça. Au-delà de l'étude, tout ça, puis je trouve ça très intéressant intellectuellement d'étudier ce qui se passe, mais en termes de mouvement social aux États-Unis, je suis très inquiet de ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Puis pour revenir sur le train, ben, ça se pourrait qu'il y ait des éléments comme ça qui aient lieu dans les prochaines semaines parce qu'il y a des agitateurs qui veulent prouver leur point. Mais je pense que le dernier post de Truth Social de Trump va clairement comme attiser les flammes de ces groupes-là parce qu'il a carrément été dire que c'était un hoax. Comme il y a un long rant sur le fait que le Hunter Biden laptop, c'était comme un vrai truc. Puis là, il énumère tous les trucs qui étaient vrais. Puis que les démocrates ont une nouvelle scam qui appelle le Jeffrey Epstein hoax. Puis que même certains de ses anciens supporters ont comme acheté ce mensonge-là. Puis c'est comme un gros run sur le fait que c'est des fake news, c'est faux, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça, c'était hier. Ben, l'esprit même ne peut pas. Je veux dire, pour déjà les gens qui ont parlé avec des gens qui étaient moindrement conspirationnistes, si tu arrives avec l'idée opposée, comme ce que Trump fait, c'est pas attiser les flammes, c'est littéralement acheter une bombe nucléaire sur le problème. Puis ça va amplifier de façon fois mille parce que ces gens-là, fondamentalement, tu leur dis qu'ils ont eu tort de croire à cette histoire-là et émotivement, ça fait mal. Et surtout que ces gens-là ont besoin de se faire assurer parce qu'ils ont déjà se sont ralliés à une cause conspirationniste parce qu'il y avait besoin, il y avait un manque à l'intérieur, il y avait besoin de se sentir dans un groupe, il y avait besoin de sentir, écouter, puis tous ces éléments-là. Et quand le chef te trahit, la trahison que ces gens-là vont subir à l'intérieur, et c'est ça où ça fait peur, ce qui pourrait se passer par la suite, parce que le sentiment de trahison que les gens ces factions-là, vont sentir, ça n'a aucun sens. Et là, c'est là où c'est la théorie du chaos. Moi, j'ai aucune idée de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Puis en plus, il n'a pas l'air d'être habile pour gérer la crise de façon là, monumentale. Là. Plus de contenu pour un prochain épisode du balado. Tout à fait, on va arrêter là. De toute façon, on finit toujours sur du conspi à chaque fois. On est toujours un peu dans ces zones-là. C'est merveilleux, ce genre de choses-là. Mais en tout cas, bref, si vous voulez m'inviter, j'aimerais ça parler du Epstein File avec vous autres. Là, Spéciale conspiration là-dessus. On fait ça parce que c'est un beau dossier en soi. Puis moi, a priori, j'ai aucune idée s'il y a ou il n'y a pas des fichiers ou s'il y a des listes de clients. Il y a des choses à dire là, sur Epstein. Là. Écoute, je vais mettre mon chapeau en papier d'aluminium. Oh my God! On se fait des chapeaux en aluminium, ça c'est sûr. On se met des petits chapeaux, là, on est prêt. Je suis partant. Moi, sur le... J'ai un petit côté conspi sur le fait qu'il s'est peut-être pas suicidé. Là, en tout cas, en tout cas... Peut-être. Mais on va terminer là-dessus cette fois-ci. On vous promet, ceux qui ont écouté jusqu'à la fin, un épisode avec des chapeaux d'aluminium. Yes! On a un engagement. Les trois, on a un chapeau d'aluminium.
Puis on se fait ça le prochain mois. Un spécial pur là-dessus. Pas de nouvelles, juste du Epson pendant 1 heure. Juste la Avec nos chapeaux d'aluminium. Oui, seulement si, genre, la civilisation ne s'est pas écroulée d'ici là à cause des conséquences de ça. Si nous pouvons enregistrer dans 1 mois, promesse formelle, on a des chapeaux d'aluminium, on passe 1 heure juste sur de la conspi de Epstein. Excellent. Parfait. Deal? Oui. Merci beaucoup. C'est toujours un charme d'enregistrer parce qu'on finit par embarquer sur des choses qui sont complètement délirantes. Sur ça, merci et à la prochaine, petite apparence.